expliquer. Donc, première raison, première des 7 raisons, selon moi, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais disons, voilà, il y a 45 années d'expérience qui me permettent de synthétiser ça en 7 raisons majeures. La première, c'est que la médecine chinoise n'est pas chinoise. De mon point de vue, ce n'est pas spécifiquement chinois. C'est pas parce que c'est le génie propre aux Chinois d'avoir développé cette médecine avec leurs termes, avec leur philosophie, que cette médecine serait réservée aux Chinois. C'est justement pas une médecine autochtone. C'est une médecine qui est vraiment universelle. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle n'est pas chinoise? C'est que cette médecine, elle est contemporaine de celle d'Hippocrate. C'est-à-dire qu'elle a eu son époque de grand développement, de plus grand développement, aux alentours de 500 avant Jésus-Christ, donc à la même époque que celle où la médecine d'Hippocrate s'est développée en Grèce. Et elle a suivi exactement les mêmes principes, les mêmes règles, la même philosophie, c'est-à-dire le primum non nocere, vous savez, premièrement ne pas nuire, etc. Il y avait une certaine façon d'aborder la santé, puisque la médecine chinoise, on en reparlera, est basée sur un dialogue dans le livre fondateur entre l'empereur et son médecin. Évidemment, le rôle du médecin, c'est d'éviter que l'empereur tombe malade. La charte de ces ethnomédecines, c'est que le serment d'Hippocrate, en fait, est très proche de la charte que nous avons créée collectivement avec des représentants des différentes médecines du monde euh, lors des Humanides qui ont eu lieu il y a une paire d'années maintenant. Et cette charte, vous la trouverez justement sur le site de l'AFE. Le but du CEDRE, à travers donc de l'école collective d'études de développement de recherche en ethnomédecine, qui est donc un organisme de formation professionnelle en médecine chinoise, c'est pas d'habiller les gens en kimono ou de leur faire manger que du riz, c'est pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est non, non, c'est d'adapter le savoir, la connaissance de la médecine chinoise aux besoins occidentaux, parce que on a besoin de réhabiliter la médecine d'Hippocrate versus médecine chinoise, simplement, effectivement, face à une autre approche médicale historique, qui est toujours occidentale, qui est plutôt celle de Pasteur, puisqu'aujourd'hui, on nous parle de la médecine de Pasteur, à cette petite nuance près que Pasteur n'était pas médecin, il était biologiste, et ça se voit aujourd'hui, ce sont les laboratoires de biologie qui font les diagnostics, ce ne sont plus les médecins. Donc voilà pourquoi la médecine chinoise n'est pas chinoise. J'ai dit elle est universelle, elle est scientifique. Donc, universel, ça veut dire monde entier. Scientifique, ça veut dire on doit pouvoir se mettre d'accord dans le monde entier sur les postulats de cette médecine. Simplement, la science, il y en a des sciences, il y a aussi des sciences, il n'y a pas qu'une science, hein. Il y a des médecines et il y a des sciences. Et la science médicale chinoise, on n'aura peut-être pas le temps de le développer, mais elle est basée sur la notion, par exemple, d'énergie que les physiciens connaissent parfaitement, sauf que ben, un biologiste, l'énergie, c'est pas évident pour lui. Donc, tout dépend de quelle science on parle. Mais c'est une théorie médicale universelle, scientifique. Elle est aussi naturaliste et humaniste. Et ça nous rapproche de la médecine d'Hippocrate. Donc, prenons un petit exemple. C'est quoi une approche scientifique? On observe quelque chose. Là, en l'occurrence, il y avait le docteur Yang, un médecin de de médecine interne de l'hôpital de Chengdu, en Chine, qui me disait, si vous voulez comprendre le vivant, vous avez deux solutions. Vous pouvez vous enfermer dans un laboratoire et river vos yeux à un microscope, ou alors vous sortez dehors et vous écarquillez les yeux. Voilà. C'est deux façons de regarder le monde, le vivant, au microscope ou au grand angle, j'allais dire. Évidemment, si on regarde au microscope, on va voir certaines choses très précises, on va partir dans l'infiniment petit. Si on regarde au grand angle, on va voir des liens entre les choses, alors que ces liens ne sont pas visibles quand on dissèque les choses. Donc, qu'ont fait les Chinois, et pas que, à l'époque, ils ont observé la nature. C'est aussi ce qu'ont fait les Grecs, qui ont trouvé la circonférence de la Terre avec un chameau et un bâton, etc. Donc, tout ça, c'était l'aube de la science dans toutes les parties du monde. Observation de la nature. Et les Chinois, à leur manière, en ont déduit des lois, hein. Ils en ont tiré des lois. Et ensuite, ils ont validé ces lois par une expérimentation. Et cette expérimentation, elle a 3000 ans. Donc 3000 ans d'expérience scientifique pour valider des lois tirées d'une observation, ben, c'est une forme de science évidemment. Ils en ont tiré une cosmogonie. Vous avez cette fameuse, alors je ne vais pas vous faire un cours maintenant de médecine chinoise, mais ces théories du yin et du yang, cette théorie des 5 mouvements, des 5 éléments,
En fait, ce sont des théories qui sont basées au départ sur l'observation du mouvement des planètes, du ciel, de la Terre, du Soleil, de la Lune, de la formation de la vie à la surface de la Terre grâce à la ronde de ces corps célestes autour d'elle. Hein. Et on sait très bien, les astrophysiciens savent très bien que si on veut voir s'il y aurait une autre forme de vie possible dans l'espace, dans l'univers, bah, il faudrait trouver une conjonction stellaire et planétaire sensiblement identique parce que, bah, vous voyez, les jours de la semaine, c'est le Soleil, la Lune et les 5 planètes les plus proches visibles à l'œil nu. Et c'est ça qui fait tourner les jours, les semaines, les mois, les années, les vies, les morts, etc. Donc, il y a une cosmogonie qui a été exprimée en termes de yin-yang, 5 mouvements, c'est-à-dire on a vu à partir de ces théories comment le vivant s'organisait, y compris dans l'être humain, et on s'aperçoit que ça fonctionne. C'est-à-dire que voilà, on a 5 organes vitaux, comme il y a 5 éléments, on a du yin et du yang, on a de l'eau et du feu à l'intérieur du corps. C'est une vision particulière qui met tout en relation, le corps, l'esprit, les différents organes, etc., l'être humain et son environnement. Et avec ça, eh ben, il y a eu une théorie qui s'est développée qui a permis de comprendre l'organisation du vivant en 3 dimensions. Dans la nature, vous avez quelque chose de simple. Vous avez la Terre, vous avez le Soleil. C'est le rayonnement du Soleil sur la Terre qui permet la formation de la couche atmosphérique, hein, avec le phytoplancton, etc., qui crée donc, et c'est dans ce petit espace, cette mince couche atmosphérique que se forme la vie. Donc ça, c'est de la matière. Ça, c'est de la lumière. Et ça, c'est de l'énergie. Hein. Il y a un étagement des choses qui fait que l'être humain, qui est le produit de la nature, a lui aussi ces 3 éléments en lui. Hein. On appelle ça les 3 trésors. Ça s'appelle Sanpao. Ça veut dire que, comment dire, est-ce que vous avez une idée? Alors, trichez pas ceux qui seraient déjà, qui connaîtraient déjà la médecine chinoise, mais est-ce que vous avez une idée sur le fait qu'on a justement ces 3 rythmes du soleil, hein, de la lune qui tourne autour, là au loin, du ciel et de la terre qui battent en nous et qui nous maintiennent en vie à chaque jour, à chaque seconde. Qu'est-ce qui nous maintient en vie? Est-ce qu'il y a des réponses dans le chat? Qu'est-ce qui fait qu'on est vivant? Ou s'il y a des secouristes derrière l'écran, euh, si vous voyez une personne tomber à terre, qu'est-ce que vous vérifiez pour être sûr qu'elle est encore, voilà, qu'elle fonctionne encore, qu'elle n'est pas morte? Voilà, est-ce qu'elle respire? Déjà, hein, on vérifie, est-ce qu'il y a un souffle? La respiration, c'est quoi? C'est le ciel, c'est de l'air, c'est le qi de l'air, on dit en médecine chinoise, donc l'oxygène qu'on va tirer par filtration, hein. Mais c'est le ciel qui nous nourrit à chaque seconde. Et on est suspendu au ciel si on arrête de respirer pendant pas longtemps, parce que c'est une énergie très, très vaporeuse, très éthérée, ben, on ne survit pas. Hein. Donc on est suspendu au ciel. C'est quoi qu'on vérifie encore pour savoir si une personne est vivante? La respiration, est-ce qu'elle a un pouls? Est-ce qu'il y a un battement? Et le pouls, c'est le sang qui passe dans le corps, qui l'alimente en permanence. Et comme les rivières sur Terre, il ne faut pas que ça s'arrête. Il faut que ça circule en permanence. Hmm. Mais le pouls, il vient d'où? Il vient de la nourriture. Ceci est mon sang, disait quelqu'un. Hein. Le pouls, il vient de la nourriture. Et la nourriture, elle vient de la terre. Donc en fait, pour avoir du sang, il faut prendre des substances à la terre. On a une usine à l'intérieur, qu'on étudie bien sûr en détail en médecine chinoise, une alchimie qui se produit et qui permet de transformer les matériaux, les formes de vie extérieures pour nourrir la nôtre. À nous de mériter cette transformation. Et donc, ben ça, c'est l'énergie de la terre, c'est-à-dire que les battements du sang, ce sont les battements, vous savez, comme les tambours chez les Amérindiens, c'est les battements du cœur de la grand-mère, hein, qui nous nourrit. Donc on est nourri par la terre et on est nourri par le ciel. Et si on se coupe de ces rythmes, ben on est mort. Et il y a un troisième rythme qui est un peu particulier, mais lorsque la personne est à terre comme ça, on vérifie qu'elle respire, on vérifie qu'il y a un pouls, et puis on vérifie aussi, voilà, la conscience. La conscience, c'est-à-dire, monsieur, madame, vous m'entendez, on pince, hein. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un?
Parce que la conscience, c'est que on est, ben, en ce moment, je l'espère pour vous, nous sommes en état de conscience, quel que soit le niveau. Et puis, quand on va s'endormir, le sang va partir à l'intérieur du corps et l'esprit va suivre ce mouvement du sang et on va passer dans le monde de Peter Pan, dans le monde de l'âme. Hein. On sera plus conscient, on sera dans le monde de la lune et non plus celle du soleil. Il fera nuit. Et donc, la conscience, c'est aussi quelque chose, c'est un rythme comme l'inspiration et l'expiration, comme le pouls, la diastole et la systole. C'est un rythme beaucoup plus lent, mais vous êtes obligé d'avoir ce rythme cérébral où vous mettez en veille et en sommeil alternativement vos différents cortex, parce que si vous ne pouvez pas dormir, ben vous êtes mort. On a besoin d'alterner le sommeil, le repos et l'activité, la veille. Donc ces trois rythmes, et ça c'est le rythme du soleil et de la lune. Vous voyez, le rythme qu'on appelle nictéméral. Donc, on a trois rythmes en nous. On a le rythme veille-sommeil, on a le rythme respiratoire et on a le rythme du sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un praticien de médecine chinoise, la première chose qu'on voit, c'est que vous êtes le produit de la nature. Et donc, vous appartenez à la vie. On appartient à la vie. La vie ne nous appartient pas. Vous voyez, chez nous, on dit ma vie m'appartient, je fais ce que je veux. Non, on ne fait pas ce qu'on veut. Et si vous pensez pouvoir faire ce que vous voulez, arrêtez de respirer un petit moment et on essaye d'en reparler, mais ça risque d'être difficile. Donc, voilà un élément primordial qui différencie la médecine chinoise de la médecine occidentale. C'est-à-dire que pour étudier la médecine, ça ne veut pas dire qu'on va partir dans les bois étudier la nature, on va rester sur l'être humain, mais on va considérer effectivement que cet être humain est un représentant de la nature. Le Neijing, cet ouvrage qui représente donc qui a été compilé entre 500 et 300 avant Jésus-Christ, qui décrit toutes les bases conceptuelles de la médecine chinoise, c'est, je vous ai dit, un dialogue entre l'empereur et son médecin, et c'est en fait une analogie permanente entre l'homme et la nature. On a en nous des climats, on a des forêts, des rivières, etc. Voilà, on peut, quand on regarde un être humain, on peut voir un paysage. D'ailleurs, il y a une citation qui dit, le médecin doit regarder son patient comme un peintre regarde sa toile. Hein. Euh, il doit tenir compte de l'ensemble des choses qu'il voit. Et c'est comme, voilà, c'est comme un paysage qui serait harmonieux ou qui aurait des défauts dans la composition. Hein. Tous les paysages ne se ressemblent pas, vous l'aurez remarqué. Il n'y en a pas deux pareils, mais quand même, il y a toujours les mêmes compositions à l'intérieur. Donc, du point de vue de la médecine chinoise, pourquoi c'est si important dans l'étude de la médecine chinoise? C'est qu'en fait, la plupart des maladies, pour ne pas dire presque toutes les maladies, sauf que maintenant on est un peu dénaturé, donc il y a des maladies un peu bizarres, mais normalement, les principales maladies sont des maladies de dénaturation. C'est-à-dire, plus on s'éloigne des lois naturelles ordinaires, si vous dormez pas du tout, si vous mangez n'importe quoi, si vous respirez du mauvais air, vous imaginez bien déjà que ça va pas trop le faire. Donc en fait, plus on va s'éloigner de la nature, plus on va s'éloigner de nous-mêmes, de notre nature, puisque c'est la même. Donc, si on comprend le fonctionnement du vivant, on comprend à la fois le fonctionnement de notre mère nature, si on peut dire, et le fonctionnement de la nature humaine, avec ses dimensions psychiques, ses dimensions fonctionnelles et ses dimensions physiologiques organiques. Donc, la médecine chinoise, c'est simplement, je dirais, une médecine racine, c'est-à-dire qui nous replonge dans des racines anciennes qui n'ont pas changé depuis 3000 ans. Et la meilleure preuve, c'est que ça marche partout. On l'a testé dans plein d'endroits. Et donc, voilà, cette vision du monde, vous comprenez bien. D'ailleurs, voilà, avec les patients, généralement, on prend des images naturelles pour expliquer la pathologie et ça leur parle un peu plus que les examens biologiques. Une autre grande raison, c'est parce que, toujours de mon point de vue, hein, mais l'être humain, ben, c'est pas un objet. Donc là, il va y avoir une confrontation des approches médicales également par rapport à ça. Quand je dis que l'être humain n'est pas un objet c'est matériel, d'accord? Euh, mais vous avez remarqué, on est identique, enfin non, pardon, on est homogène, c'est-à-dire on partage voilà, le même système un peu de génome entre humains, mais il n'y a pas deux personnes identiques. Vous voyez bien, il n'y a pas deux personnes qui ont vraiment... Alors ouais, il y a les jumeaux monozygotes, des choses comme ça, mais on va pas rentrer dans ces détails particuliers. Mais globalement, il n'y a pas deux personnes pareilles, ce qui permet d'ailleurs des choses comme la reconnaissance faciale ou les empreintes digitales. Donc des fois, c'est pas facile.
Et il est dit en médecine chinoise qu'il en est du bois comme des hommes. On est une forêt, on est une jungle parfois. Il en est du bois comme des hommes, on en trouve des types nombreux et différents. Et dans ce passage ancien du I Ching, il est dit que, ben, à condition égale, il y a des gens, par exemple, comme des arbres, qui vont préférer le soleil ou d'autres l'humidité ou le froid, et il y en a qui vont fleurir et d'autres vont pourrir, etc. Donc il y a des choses qui parfois peuvent être bénéfiques à certaines personnes et néfastes à d'autres. Hein. Cet ouvrage dit l'un est malade ou l'autre n'a rien, ou même tire profit de la situation. Ce qui fait que, en pratique de médecine chinoise, bah, il y a des patients à qui je vais dire arrêtez de boire ou buvez moins ou mangez moins de viande. Puis il y a d'autres, je vais dire mangez un petit peu de viande, buvez un petit coup. Parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes pathologies, la même typologie, les mêmes besoins. Vous voyez? Donc, c'est une évidence que Astérix et Obélix, pour prendre des humains bien, bien en chair qu'on connaît bien, sont apparemment, en tout cas dans la BD, sont en bonne santé tous les deux. Hein, mais vous voyez, c'est pas la même typologie. Il existe en médecine chinoise ce qu'on appelle les types d'hommes du yin-yang. Ça, c'est des gens différents, mais tous en bonne santé en tant que tels. Simplement, ils fonctionnent pas pareil. Et la typologie différente induit des pathologies différentes. C'est-à-dire que ces deux-là, bah, si vous leur faites faire des examens, ils auront peut-être pas les mêmes résultats d'examen, mais ils sont toujours en bonne santé. Donc le problème, c'est que les examens, c'est des moyennes. C'est comme que vous ayez une vieille 2 chevaux ou une Ferrari, vous êtes sur une route qui va bien et puis vous avez un panneau. Bon, ben voilà, il y en a un qui peut-être va être en malade, on va dire, ou en infraction, et l'autre théoriquement n'a rien. Mais c'est juste le panneau qui dit ça. C'est pas la réalité, pas toujours. Donc la médecine occidentale, elle est connue pour être compétente, performante dans le domaine de la matière. Nous sommes dans une science, dans un monde matérialiste. Et le docteur Leong, donc mon vieux professeur, il disait la science occidentale, la médecine occidentale, c'est la philosophie de la Terre seule. La Terre seule, vous vous rappelez le petit dessin en 3 étages que je vous ai fait, c'est juste la partie du bas. Ça, c'est la matière. Après, il y a l'énergie, après, il y a l'esprit. Donc, si on a une médecine qui s'intéresse qu'au matériel, bah, ça va donner quoi? Des examens biologiques. Mais chaque fois qu'on envoie quelque chose en examen, c'est mort. Le sang, il est mort. Enfin, vous voyez, il y a plus le. Si vous ouvrez un moteur mais qui tourne pas, ben, vous allez avoir du mal à faire un diagnostic. Donc, les examens biologiques, on va disséquer, on va observer, et c'est très bien. Sur le plan matériel, ça peut rendre des informations. L'imagerie médicale, hein, la biochimie, parfois ensuite la biotechnologie, c'est on va modifier la matière hein, dans sa profondeur. Euh, on va avoir une médecine qui va avoir du coup une logique également matérielle, au sens de si les patients deviennent des objets, on va avoir une logique quantitative, une logique statisticienne. Donc on va créer un médicament qu'on va donner à tout le monde à l'identique. Euh, Dès qu'ils vont sortir des clous ou être en dessous ou au-dessus de la moyenne, bon, on va leur donner un traitement, qu'ils aient des symptômes ou pas des fois. Il va y avoir le double aveugle, c'est-à-dire on va tester le même médicament sur plein de gens pour savoir si ce médicament est efficace. Mais comme ces gens sont différents, bah, il faudra que le médicament soit puissant pour être efficace. Et s'il est puissant, il va avoir des effets secondaires. En médecine chinoise, on ne va pas avoir ça, puisqu'on va devoir adapter le traitement aux patients, puisque les patients sont tous différents. Mais on ne pourra plus faire des études en double aveugle. Alors, comme on ne peut plus faire des études en double aveugle, on va nous dire, mais votre médecine n'est pas scientifique. Ben non, elle n'est pas scientifique façon Pasteur, ça c'est sûr. Euh, je ne vais pas vous parler de la vaccination de masse parce que je ne veux pas augmenter ma pression artérielle personnelle, mais voilà cette logique hein, où on va faire passer tout le troupeau. Enfin, c'est un traitement de batterie un peu, vous voyez, mais vaccination, antibiothérapie de masse, etc. Je vous rappelle au passage que, enfin, je vous rappelle si vous savez, sinon je vous l'apprends, que les Chinois ont inventé le principe vaccinal hein, au XIe puis au XVIe siècle avec la variolisation. Donc, on est tout à fait au fait de l'intérêt, ça fait partie des méthodes thérapeutiques, ça s'appelle traiter le poison par le poison. C'est une méthode à risque qu'il faut adapter à chaque individu, qui consiste à inoculer quelque chose pour stimuler un système de défense, donc il ne faut pas en donner trop non plus, il faut que ce soit bien adapté. Et simplement, voilà, les biotechnologies modernes, genre ARNM, etc.,
C'est pas de la vaccination, c'est de la thérapie génique, on est dans autre chose. On est dans quelque chose qui rentre dans le corps et qui va modifier à l'intérieur, comme quelqu'un qui vient semer la zizanie dans une entreprise ou quelque chose. Donc c'est un peu plus vicieux qu'un vrai ennemi contre lequel on s'entraîne au cas où il nous attaque. Bref, cette logique matérialiste réifie l'être humain. C'est ça le gros problème. C'est-à-dire qu'elle va transformer euh, la personne humaine en objet. La réification, c'est ça. Donc elle fait de chacun un numéro, un cas, hein, un objet qu'on va étiqueter, on va mettre un nom de maladie, des choses comme ça, et ça va permettre cet étiquetage de faire effectivement des statistiques, hein. Donc on va faire rentrer les patients dans un protocole thérapeutique, euh, et du coup ils sont en expérimentation permanente. Donc en fait, chaque fois qu'on annonce à un patient, c'est un nouveau traitement prometteur, je vous propose de l'essayer. Bon, bah, ça veut dire qu'on propose aux patients d'être cobayes pour la science triomphante. Et quand nous, en médecine traditionnelle, ancienne, on prescrit une formule qui a des siècles et qui a soigné des millions de personnes déjà, si c'est pas plus, eh ben, on va dire oui, mais ça c'est désuet ou c'est pas prouvé scientifiquement. Voilà dans quel paradoxe on est entre les deux médecines. Donc, adapter le patient aux médicaments, bah, voyez ce que ça donne. C'est le réflexe. Si vous allez voir le médecin, vous avez quand même, avec des douleurs, vous avez une chance sur deux qu'il vous prescrive du Doliprane, quoi. Ou des choses dans le genre. C'est-à-dire qu'à force de voir des patients médicalisés, je pourrais presque, enfin, prescrire à mon tour. Bon, c'est pas, c'est ni mon rôle ni mon envie, hein, mais c'est assez pauvre au final. J'ai eu un rhumatologue et un dermato qui m'ont dit un peu la même chose en disant, bah, vous me retirez par exemple la cortisone et je suis au chômage, les anti-inflammatoires, des choses comme ça. En fait, les classes de médicaments sont très puissantes, mais très limitées, avec des effets indésirables. Donc, ça dépanne dans des pathologies urgentes ou lourdes, mais traiter au quotidien et faire du réglage fin des gens comme la médecine impériale, bah là, c'est pas parti pour, quoi. Et il suffit que vous ouvriez du verbe ouvrir, hein, un Vidal, un Dorose, un livre qui parle des médicaments occidentaux, et vous voyez que les indications, souvent, ça fait une paire de lignes, et que les effets indésirables, ça fait des colonnes entières parfois. Donc, ça veut dire quoi? Ça va créer de nouvelles pathologies pour lesquelles il va falloir de nouveaux médicaments. Alors, il y a des industries qui se frottent les mains, mais médicalement parlant, c'est pas terrible. Il y a un autre problème avec cette médecine exclusivement matérialiste, et technologique, c'est que plus la technologie évolue, plus on s'éloigne de la nature. Et que on finit, et c'est pas nouveau d'ailleurs, parce que c'est un peu dans la culture de l'Occident, on a tendance à dire que la nature est hostile et qu'il faut la dominer, hein. Dans l'Ancien Testament, il y a déjà des choses là-dessus. Mais si on pousse trop loin cette logique, on aboutit effectivement à la volonté de transformer la matière, de transformer y compris donc les animaux, les humains, les plantes. On arrive au génie génétique, au transhumanisme. Et puis bien sûr, bah, les médecines qui, elles, sont naturelles et s'appuient sur des choses anciennes sont jugées désuètes, périmées, sans intérêt, hein. Mais vous connaissez le dicton, chasser le naturel, il revient au galop. Donc voilà pourquoi la philosophie de la Terre seule ne nous intéresse pas vraiment. Elle est nécessaire quand il y a des problèmes très matériels, mais en dehors de ça, il y a des tas de pathologies qui font intervenir les autres étages, qu'il faut prendre en compte si on veut régler le problème au fond. Alors la médecine chinoise, justement, le docteur Léong disait, c'est une médecine du ciel et de la terre. C'est-à-dire, alors, les trois étages dont on a parlé, hein, et non pas de la terre seule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reprends toujours mon petit tableau, c'est plus simple. Quand vous avez une pathologie organique, matérielle du corps, si on veut agir au niveau de la matière, effectivement, il y a un outil privilégié qui peut être d'absorber de la matière. C'est les médicaments. Donc il y a une méthode thérapeutique qui est très importante en médecine chinoise, qui est millénaire et bien sûr elle aussi, c'est la pharmacopée. L'usage des plantes ou la diététique, c'est-à-dire le fait d'absorber des choses pour se soigner. Toute médecine a forcément une pharmacopée. Et celle de la Chine est immense puisque elle va des pôles aux tropiques, il y a toutes les pathologies qu'on peut imaginer. Et on a testé d'ailleurs dans différentes régions du monde ces, ces possibilités en fonction de différentes maladies. Si on veut agir au niveau plus énergétique, on va dire, c'est-à-dire des choses qui dysfonctionnent,
ça se voit pas, mais ça marche mal. Hein, vous voyez, si vous avez une digestion lente, ben, peut-être que si on fait une imagerie médicale des intestins, il n'y a rien qui empêche la digestion, mais elle est lente quand même. Comme disait le docteur Léong, on peut prendre un soldat en photo, mais même armé jusqu'aux dents, la photo ne vous dit pas si c'est se battre. Parce que ça, c'est le fonctionnel ou le moral. Voyez. Donc, effectivement, il peut y avoir des dysfonctionnements qui vont être objectivables par des symptômes, par des plaintes du patient, mais où les examens ne vont pas montrer. On va dire non, vous avez rien. Mais le patient il va dire oui, mais moi j'ai mal, ça va pas. Dans d'autres cas, on va leur trouver quelque chose matériellement en disant bah, vous avez un problème. Et ils vont dire moi je sens rien. Donc est-ce qu'on soigne les examens ou les gens? Des fois on ne sait plus. Donc c'est mieux quand il y a les deux que ça vient confirmer. Toujours est-il que je reviens à mon étage du milieu. Vous avez en médecine chinoise des pratiques comme le Qigong, hein, c'est-à-dire des pratiques énergétiques. Vous voyez, on a même des magnétiseurs aussi en Bretagne, des choses comme ça rentre même dans ces catégories-là. Mais même le simple fait de faire de l'exercice à des patients, des exercices orientés vers par rapport à la pathologie qu'ils ont, bah, ça peut être thérapeutique. Il y a évidemment l'utilisation des aiguilles et des moxas, hein. Ce qu'on appelle chez nous l'acupuncture, mais que les médecins ont envie de se réserver. Alors on leur laisse le mot acupuncture. En chinois, ça s'appelle Chun Chu Fa, parce que ça a 3000 ans, ça remonte au paléolithique. Donc on n'a pas attendu évidemment les médecins occidentaux qui ont redécouvert ça il y a très peu de temps pour le pratiquer. Bien sûr, ça fait partie de la médecine chinoise. Il y a, si c'est un étage encore au-dessus qui a des problèmes, si on a des problèmes psycho-affectifs par exemple, hein, voilà, l'esprit dirige l'énergie, l'énergie dirige le corps. Donc des fois, ben, vous partez d'un stress au long cours et vous finissez avec un ulcère. Mais tout ça, c'est étudié en médecine chinoise. Donc des fois, il faut pouvoir parler aux patients, il faut donner des conseils, il faut recadrer les choses. Donc il y a des pratiques qui s'adressent aux émotions, aux désirs, aux pensées, à la raison, à l'affect, au subconscient. Euh, c'est une des spécialités du docteur Léong, avec la cancérologie aussi, mais bon, là, on est dans un autre monde, donc on ne va pas aborder ça maintenant, mais c'était la psychologie, c'est-à-dire l'incidence du psychisme sur la santé ou la maladie. Donc, quelle est la part du psychisme dans les maladies et quelle est la part du psychisme dans la possibilité d'aller mieux? Et donc, et je vous rappelle, lui, c'est 15 générations de médecins qui ont affiné ça. Et donc, c'est assez précieux parce que toutes les écoles de médecine chinoise n'ont pas ça. Et malheureusement, euh, ben, imaginez un garagiste qui règle un véhicule, mais qui n'a pas le droit de parler au conducteur, qui peut pas donner le conseil au conducteur, alors que le véhicule a peut-être des problèmes à cause du fait qu'il y a une mauvaise conduite. Ça pose problème. Donc effectivement, on ne conçoit pas du point de vue de la médecine chinoise, on ne conçoit pas de traitement des maladies sans maîtrise minimale de plusieurs de ces outils. En tout cas, il doit y avoir un diagnostic posé qui permet de savoir à quel niveau il faut agir et avec quel outil. Et l'important, c'est le diagnostic, c'est la pierre angulaire, c'est la base de l'étude en médecine chinoise qui peut prendre une paire d'années déjà, mais c'est tellement important. Moi, combien j'ai de patients qui viennent en me disant, ça fait 20 ans que je traîne ça, on m'a jamais expliqué. Voilà, c'est la base. Et après, bah, le traitement coule de source. Et si, en tant que praticien, vous n'avez pas tous les outils, c'est pas grave. Allez voir un tel. Mais vous savez pourquoi vous l'envoyez, comme un bon médecin généraliste. On ne peut pas toujours être homme orchestre et jouer à la perfection tous les instruments, mais on connaît la musique. Et c'est ça qui est très important pour le patient. Tout ça pour vous dire que c'est nous la technologie. C'est pas qu'on refuse tous les éléments de la technologie. Il y a des progrès, voilà, on fait avec et c'est très bien. Mais l'essentiel de la technologie pour soigner, pour comprendre et soigner nos semblables, c'est nous. L'être humain est l'outil le plus parfaitement adapté au diagnostic de la pathologie humaine. Parce que il est dit qu'en médecine chinoise, ce qui se passe dedans, forcément transparaît au dehors. Si ça ne transparaît pas, alors il faut savoir lire le dehors. Mais si tout en sachant lire, il n'y a rien qui se manifeste, le patient ne voit rien d'anormal et de l'extérieur on ne voit rien, c'est qu'il a potentiellement en lui le moyen de traiter des problèmes qu'il y aurait. Vous voyez, comme un pays, par exemple, qui serait globalement en démocratie et qui aurait des soucis à droite à gauche parce qu'il y a, voilà, il y a une agression d'un côté, un truc de l'autre. Bon. Mais les choses se règlent en interne et ça repart. Si par contre,
on zoome avec la technologie sur un événement indésirable dans ce pays et que ça met le feu à tout et qu'il y a les CRS partout. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ben, ça y est, ça devient complètement autre chose. Hein. Donc, non, on a les moyens de faire un diagnostic en médecine chinoise en pondérant tous les signes. Ça s'appelle les quatre temps de l'examen. On va observer, on va poser des questions, on va palper. Il y a l'auscultation, les sons, les odeurs, etc. Et puis, on va faire tirer la langue. Si vous êtes plusieurs derrière votre écran, là, en ce moment, tirez-vous la langue mutuellement et comparez, vous allez voir. Et si vous avez toute une assemblée, faites tirer la langue, c'est un feu d'artifice. De la même façon qu'il n'y a pas de visage, il n'y a pas forcément de langue tout à fait identique. Hein. La prise des pouls, ces fameux pouls chinois, c'est un sonar de ce qui se passe à l'intérieur. C'est le sang qui est en train de passer là et qui peut donner, qui a été étudié très profondément, on va dire, très finement en médecine chinoise, et qui est notre Doppler, notre scanner, voilà, notre boule de cristal parfois. Mais il faut pas inventer des choses, c'est pas de l'improvisation, c'est juste qu'il y a des paramètres à comprendre, à maîtriser, à interpréter, qui nous disent plein de choses. C'est aussi pour ça que des fois, bon, on aimerait bien aider des gens à distance qui nous téléphonent en expliquant leurs problèmes, mais le pouls à distance, c'est difficile. Donc voilà, on a plein de moyens de lire, mais il faut apprendre simplement, et c'est l'objet d'une formation, à utiliser les signaux pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Donc la médecine chinoise, de ce point de vue, l'ethnomédecine chinoise, c'est à la fois une science et un art. Il y a quelque chose qui dépend de l'humain. Donc c'est de l'artisanat, vous voyez. Mais ben voilà, j'ai l'ami Louis Fouché, pour ceux qui connaissent, qui avait assisté à une conférence, je ne sais plus de qui, et en médecine occidentale, et il était choqué par le fait que cette personne avait dit, il faut se débarrasser du modèle artisanal de la médecine. Et regardez ce qui est en train de se passer, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On vous met des boîtes de télédiagnostic à droite à gauche, on ferme les hôpitaux, les cabinets privés, etc. Et en fait, bientôt, ça va être juste l'intelligence artificielle qui va poser la diagnostic à la place des médecins. Mais ça, c'est peut-être un autre sujet. D'ailleurs, non, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je pourrais en parler. C'est que l'IA, effectivement, à propos de la médecine occidentale, vous savez, l'intelligence artificielle, il y a des études maintenant aux États-Unis qui montrent que, elle est meilleure que les médecins. C'est-à-dire qu'un médecin qui fait appel à l'intelligence artificielle pour poser un diagnostic ou choisir un traitement sera plus efficace qu'un médecin qui ne l'utilise pas. Mais il y a mieux que ça maintenant, c'est que les mêmes études ont montré que l'intelligence artificielle seule est plus efficace qu'avec le médecin. C'est-à-dire que le médecin vient presque fausser les choses. C'est normal. On fait des gens des objets. Donc l'intelligence artificielle, si on est des robots, l'intelligence artificielle, elle est meilleure pour traiter les robots. C'est évident. Donc nous, on prend le parti inverse. C'est pour ça que c'est une des bonnes raisons. Cette deuxième bonne raison, c'est qu'on n'est pas des objets. On est des humains, des êtres humains. Et dans être humain, il y a être. Donc oui, le troisième point, c'est que je pense qu'il faut redevenir rapidement libre et autonome, en matière de santé notamment. Ça, c'est pourtant pas nouveau, hein, je dis c'est urgent, mais c'est Ivan Illich, un philosophe, qui a écrit La Némésis médicale. On est dans les années 75, donc vous voyez, ça fait carrément 50 ans. Euh, c'est Némésis médicale ou l'expropriation de la santé. C'est-à-dire, on n'est plus propriétaire de notre santé. Hein. Voilà. On n'est plus libre ni propriétaire de notre santé, on n'est plus autonome. Némésis, c'est une déesse grecque. Hein. Déesse, c'est pas la voiture. C'est une déesse grecque mythologique, c'est la gardienne de l'équilibre cosmique. Hein. Et donc, elle représente le châtiment céleste face à ce qu'on appelle l'hubris, c'est-à-dire ceux qui pêchent par orgueil, par démesure. Et donc, Illich considère que la médecine moderne prêche un peu par orgueil et démesure. Donc, ce philosophe a développé la notion de iatrogénèse médicale. Iatrogénésis, donc là, c'est en fait quand la médecine, ou parfois une société dans son entier, génère de la maladie au lieu de générer de la santé ou du bien-être. C'est quand même un comble quand on y pense que la médecine fabrique des maladies. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, statistiquement, il faudrait voir si, je vous ai parlé des livres sur les médicaments, la médecine ne fabrique pas plus de maladies qu'elle n'en traite de la façon dont elle les traite. En tout cas, pour prendre l'expérience, pour parler d'expérience en médecine chinoise,
J'ai fait le calcul sur 2 mois à peu près de consultation de patients. C'était le tiers de mes patients qui venaient pour des problèmes liés à de la iatrogénèse, c'est-à-dire absence de diagnostic, mauvais traitement ou effet secondaire de traitement et qu'il fallait euh, parfois des traitements où il n'y avait pas le choix. Si je prends une chimiothérapie dans un stade avancé de tumeur, ok. Le problème, c'est que le corps ramasse les effets indésirables et les grands symptômes du patient ne sont pas ceux des tumeurs, sont les vomissements, les pertes de cheveux, les diarrhées, l'épuisement, etc. Et donc, si vous avez des alliés qui viennent vous bombarder pour vous libérer, c'est bien, mais il faut pas mourir guéri, ou mourir sauvé. Donc, c'est bien d'avoir une médecine qui essaye d'aider le patient parce que les Grecs disaient ça aussi, la maladie n'est pas plus importante que le malade. Donc, effectivement, cette iatrogénèse, il faut y être attentif parce que si la médecine fait elle-même partie des causes de maladie, primum non nocere, disait Hippocrate, premièrement, ne pas nuire. On n'est pas du tout là-dedans. Et je vous parle pas de l'époque Covid. Et que peut faire donc l'ethnomédecine face à ça? Ben, il y a deux choses, il y a deux besoins urgents. Euh, le premier besoin, c'est rendre les gens propriétaires. Propriétaires et acteurs de leur santé. Mhm. C'est-à-dire le contraire de consommateurs et de victimes. Propriétaires et acteurs, ça veut dire que la médecine chinoise, euh, rappelez-vous, elle est basée sur des dialogues entre l'empereur et son médecin. Donc l'empereur, il pose des questions, c'est le patron, c'est le roi, client roi, et le médecin, ben, il lui répond, c'est le médecin qui est au service du patient, hein. Après, bien sûr, il faut que l'empereur suive les conseils du médecin. S'il ne les suit pas, c'est plus de la faute au médecin, hein. On dit en médecine chinoise, il faut produire sans s'approprier, guider sans contraindre, agir sans rien attendre. On va pas menacer les patients, on va pas faire du chantage, on va pas les... C'est comme ils veulent. Propriétaire et acteur, ça veut dire aussi que, donc, je vous rends votre propriété, je vous explique ce que je vois qui ne va pas, ce que je pense de la raison pour laquelle ça ne va pas. Maintenant, si il y a des éléments dans votre hygiène de vie qui sont la cause de la cause, comme disait Hippocrate, ben, on en parle, mais après, c'est vous, vous le faites pas, c'est comme vous voulez, hein. C'est-à-dire, si vous revenez au bout de 2 mois, que vous me dites ça va encore pas, et je vous dis, vous avez pris votre traitement, ah ben non, il m'en reste les trois quarts, alors que ça devait être fini au bout de 3 semaines, ben forcément, c'est normal, ça n'aille pas, puisque vous n'avez pas pu prendre le traitement comme c'était prévu. Donc, il faut que chacun joue sa part, si vous voulez. Donc, aider les gens à redevenir propriétaires et acteurs de leur santé, c'est possible en médecine chinoise et c'est, je pense, humainement, socialement, politiquement, voilà, la chose à faire. L'autre chose, je disais, il y a deux besoins urgents, c'est de rendre les gens autonomes, c'est-à-dire qu'ils puissent s'émanciper de la technologie et notamment des médicaments. Parce que la plupart des gens ont des médicaments à vie. C'est-à-dire que nous, déjà, si on est obligé de donner un traitement sur quelques mois, on culpabilise un peu, parce que malheureusement, comme on dit, des fois, c'est pas le jour où on arrose que ça pousse, donc il faut que le traitement puisse faire son œuvre. Mais on voit à l'inverse des patients qui, parce qu'un examen a montré quelque chose un peu de travers, ça y est, pas un traitement à vie, puis on leur dit plus jamais quand ça s'arrêtera. Alors c'est sûr que quand vous avez un traitement qui est parti sur des années ou des décennies, ça permet de faire un business plan pour un laboratoire, mais est-ce que c'est bon pour vous? C'est une autre question. Donc, aider les gens à s'émanciper de ça. Euh, et puis la dépendance technologique, enfin, ou médicamenteuse, parce que ben, le jour où il n'y a plus la possibilité de faire des examens et qu'il n'y a plus un seul médecin capable de comprendre ce qui se passe sans les machines, ben, on est mal, hein. Euh, la dépendance médicamenteuse, je suis en train de penser aussi aux patients à qui on retire la thyroïde ou qui ont un problème de diabète insulinodépendant, etc. C'est-à-dire en fait, ils sont suspendus. Être suspendu au ciel et devoir respirer, c'est une chose, mais être suspendu à l'industrie pharmaceutique et qui, si elle coupe, elle arrête le traitement, ben on est mort, c'est quand même, c'est une drôle de dépendance. Donc, je trouve quand même important d'aider les gens à ne pas aller vers ce genre de dépendance, hein. Euh, D'avoir des traitements béquilles à vie, parce que des traitements, il y a des traitements qui marchent très bien, mais c'est le principe des béquilles, c'est-à-dire que vous dormez pas, vous prenez un somnifère, très bien, mais si vous faites de l'insomnie chronique pendant des années, que vous prenez des somnifères pendant des années,
ça va pas être du tout le même résultat au niveau des neurones, hein. Donc, il y a des études là-dessus, je ne veux pas faire peur, mais voilà, c'est pas des traitements à prendre longtemps. Si vous avez une béquille qui vous aide sur quelques jours à récupérer, c'est fait pour. Mais si le médecin vous dit, bah, gardez les béquilles et qu'après vous perdez vos jambes et vous ne pouvez plus marcher, alors après, il y a des médecins qui disent, voyez, je vous ai dit qu'il fallait le garder. Bah oui, mais ça, faut pas avoir un langage de dealer, hein, il faut pas abuser des drogues. Donc, un bon médecin, a fortiori ethnomédecin, mais quelle que soit la médecine, devrait avoir à cœur de donner des conseils et de faire en sorte que le patient dépende le moins possible de la médecine et soit le plus autonome possible, le plus responsable possible. Les gens ne nous appartiennent pas, hein. J'ai vu sur la plaque de l'hôpital américain à Reims, et un étudiant me l'a confirmé récemment, une citation de Pasteur qui dit: «Je ne te demande pas ton pays, ta religion, tu souffres, cela me suffit. Je suis ton médecin, tu es mon patient, tu m'appartiens, je te guérirai», à l'entrée de l'hôpital. Il y a peut-être des gens que ça rassure, ce côté très paternaliste et trop. Mais moi, enfin, moi, ça me donne envie de sortir de l'hôpital. Parce qu'en médecine chinoise, mais le patient, il m'appartient pas, mais je vais essayer de l'aider quand même. Ouais, on est complètement dans deux mondes différents. Alors peut-être qu'il y a des besoins, parfois, d'être aidé, rassuré, pris en charge, à réfléchir à rien. Mais voilà, la santé, c'est pas un truc qu'on va acheter et puis on vit comme on veut à côté. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Hmm. Donc, la médecine chinoise, par rapport à ça, elle n'est pas iatrogène. Donc, quand on prescrit un médicament, c'est pour régler un mécanisme. Donc, il n'y a pas d'effet indésirable, puisque c'est un réglage. On ne cherche pas à soulager simplement avec des effets secondaires. Elle n'est pas dépendante d'une technologie. C'est nous la technologie. Et donc, en fait, cette médecine, je vous dis, à 3000 ans, elle est née avant l'électricité même. Donc, heureusement qu'on ne dépend pas de ça. Donc, s'il y a une panne électrique, on travaille toujours. Elle est peu coûteuse. Parce que finalement, c'est nous qui faisons le diagnostic. Il n'y a pas toute une infrastructure, une logistique. Parce que vous voyez ce que ça coûte, le matériel médical, les hôpitaux, etc. Elle est légère à mettre en œuvre, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait de l'humanitaire avec facilement. Elle propose des traitements qui s'attachent à la cause, ça c'est le côté hippocratique, et pas seulement de masquer les symptômes. Je ne veux pas trahir de secret médical, mais par exemple, la dernière patiente que j'ai vue, elle vient de Marseille. Mais bon, elle était en vacances, hein, croyez pas qu'elle ait fait la route exprès. Et elle en a profité. Migraine depuis l'âge de 9 ans, elle en a 50. Donc, ben, le traitement va viser à faire en sorte qu'elle n'ait plus de migraine. Mais depuis qu'elle a des migraines, elle prend des traitements pour calmer les migraines. Mais elle n'a jamais pris de traitement pour comprendre le pourquoi des migraines qui se déclenchent et essayer de traiter la cause de ces migraines. Donc, moi, ben, je ne sais pas si j'aurais l'efficacité. De toute façon, voilà, des patients qui habitent loin, en plus, la pharmacopée est faite pour ça. Je lui prescris quelque chose pour traiter la cause supposée par moi, en tout cas, de cette migraine-là, de ce type de migraine-là, mais elle est connue, et voir si ces migraines s'estompent, s'atténuent, s'espacent, disparaissent. Et voilà. Maintenant, si elle a besoin de prendre un truc pour calmer la migraine qui est insupportable sur le moment, la médecine occidentale sait peut-être faire ça, mais ça sera de moins en moins et mettre quelque chose qui règle de façon vertueuse à la place. Voilà la complémentarité aussi de ces médecines, hein. Donc, des traitements qui règlent les causes au lieu de masquer les symptômes. Et encore une fois, le patient, bah, le client est roi, c'est-à-dire qu'on est à son service. Ça ne veut pas dire qu'on est non plus, je veux dire, le respect doit être dans les deux sens, malgré tout, hein. Mais le médecin, il est conseiller de l'empereur, patient, hein. C'est un travail d'équipe. Une ethnomédecine, c'est un travail d'équipe. C'est pas, il n'y a pas d'appartenance ou de gouvernance de l'un sur l'autre. Une des raisons d'étudier la médecine chinoise aujourd'hui, c'est qu'on a besoin, on a dit, un besoin urgent de ça, et que c'est un métier d'avenir. C'est-à-dire que, alors déjà, ce qui est bien, c'est que dans le cas du CEDRE, on a des études statistiques, puisque le CEDRE, il a quand même plus de 30 ans, on a quand même 90% d'installations en cabinet chez les étudiants qui vont au bout, ils passent leur certificat. C'est-à-dire, ben, ils font pas ça pour rien, hein. Habituellement, dans la plupart des écoles, on est à 30%, parce qu'il y a plein de choses intéressantes, mais il y a toujours la peur de passer à la pratique et d'aider les gens, parce que c'est quand même une responsabilité d'aider son prochain. Et puis, les gens sont pas toujours faciles à aider, quelque part. Donc, 90% de résultats,
Ça veut dire déjà, c'est pas les 90% du bac avec un bac qui baisse de niveau, hein, parce que là, ça serait facile. Non, c'est des gens qui en plus ont une compétence, une vraie compétence professionnelle, hein. Donc il y a un accompagnement, voilà, on fait toujours ce qu'on peut, on essaye en tout cas pour cadrer avec les exigences, genre Calliope et tout ça, même si c'est des choses un peu comme le DPE, des fois on se demande l'intérêt réel, mais si ça peut aider certaines personnes en financement, tout ça, ben on joue le jeu. Il y a aussi, si on prend le problème dans un autre sens, une demande sociale croissante. On est à près de 10% par an prévu, 8% je crois exactement, jusqu'en 2030, pour les thérapies alternatives. C'est-à-dire que les patients, ils cherchent, alors il y a la recherche de médecins dans les villages perdus, mais il y a aussi la recherche d'autres médecines, d'autres façons de se soigner partout en France. C'est une croissance vraiment exponentielle. Donc, bah, il y a malheureusement, j'allais dire, il y a beaucoup de place pour s'installer. Je dis malheureusement parce que je pense aux patients là, qui sont souvent dans des errances thérapeutiques. Et puis, la place, oui, est malheureusement libre un peu partout, puisqu'il y a de plus en plus des déserts médicaux et des banderoles. Si vous traversez la France un peu de la campagne, comme ça, vous allez voir cherche médecin à droite à gauche. Et donc, alors, ça ne veut pas dire que on fait le travail du médecin conventionnel, puisqu'on est dans une autre approche de la santé, mais c'est une médecine qui est médecine générale en Chine depuis des siècles, donc c'est sûr qu'on soigne plein de trucs, et c'est étonnant de voir effectivement les gens venir se tourner vers nous. Euh, enfin, c'est pas étonnant parce on sait le faire, mais disons que normalement, on s'attendait à ce qu'ils aillent déjà voir leur médecin, et que peut-être s'il n'y avait pas de place ou si ça marchait pas, ils viennent chez nous. Mais là, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui viennent nous voir comme on appelle ça, praticiens de première intention, parce que de toute façon, ils savent pas où aller ailleurs, ils savent tout de suite qu'ils vont être boulés ou que ça va finir aux urgences tout de suite, ou voilà. Mm. Donc, euh, on se retrouve effectivement. Alors d'ailleurs, certains médecins vivent ça comme une sorte de concurrence, mais j'allais dire, c'est pas nous qui avons joué sur les quotas en médecine occidentale, c'est pas nous qui décidons de la formation de la médecine occidentale. Nous on fait que de la médecine chinoise, mais il se trouve qu'elle marche, quoi. Même si on peut faire soigner des pathologies de type médecine générale, puisque c'est aussi une forme de médecine générale, simplement elle vient d'une autre région. euh, Il n'y a pas ce genre de prérequis euh, euh, par exemple, en Chine aujourd'hui, c'est dire si la révolution culturelle. Il faut comprendre qu'en Chine, dans les années 50, cette médecine qui était basée sur le taoïsme, le bouddhisme, etc., était mal vue. Et puis médecine impériale, quoi. Donc, à l'époque de Mao, c'était une médecine qui a été requalifiée de bourgeoise et qui a été interdite. Et elle n'a été réintégrée que pour montrer qu'elle allait avec une Chine moderne qui se développe. Et maintenant, bah, vous voyez, Wuhan, c'est en Chine et c'est pas de la médecine chinoise. Donc, effectivement, euh, dans les universités chinoises, par exemple, maintenant, il faut faire médecine occidentale avant d'étudier la médecine chinoise, ce qui est quand même incroyable. Euh, c'est aussi une raison pour laquelle mon vieux professeur, qui lui représentait une tradition médicale authentique, enfin on en reparlera de la façon d'enseigner, euh, bah lui il était en Amérique du Nord et on va reparler de la façon d'enseigner qui est différente. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas de prérequis, en tout cas au CEDRE, peut-être, je ne sais pas dans d'autres formations, mais limitatifs, notamment en médecine occidentale. euh, il est intéressant de comprendre le fonctionnement de la médecine occidentale, la façon dont les médecins occidentaux soignent et comprennent les patients, mais ça se fait avec la pratique en post-formation, et c'est pas un prérequis. Hein, parce que, on l'a vu, la façon d'aborder l'être humain n'est pas du tout la même. Et donc, ben, mon professeur représentant de 15 générations n'a pas fait médecine occidentale pour faire médecine chinoise, vous en doutez. Donc, à moins que ce soit juste pour conserver un monopole médical, vous voyez, par exemple, l'acupuncture, et il y a le texte qui dit que l'acupuncture, normalement, ça devrait être réservé aux médecins en France. Euh, mais, alors déjà, je vous ai dit, l'acupuncture, c'est une branche de la médecine chinoise historiquement, donc ça, c'est facile à prouver quand même. Et vous avez toute une partie donc des médecins qui disent il n'y a que nous qui avons le droit d'en faire. Et il y a une autre partie du monde médical qui dit non, l'acupuncture, c'est pas sérieux, c'est pas scientifique, c'est pas prouvé, c'est du charlatanisme. Donc déjà, il faudrait qu'ils se mettent d'accord entre eux. Voyez. Donc nous, on n'a pas tous ces problèmes-là. Pas de diplôme, pas de problème. Le diplôme, ça prouve seulement que vous avez appris quelque chose à un moment donné.
Ça dit pas comment vous fonctionnez vraiment en tant qu'humain. Ça dit pas c'est comment votre cerveau, c'est comment votre cœur. Nous, on veut vérifier que vous avez une compréhension avec le cerveau et avec le cœur, avec la raison et avec le cœur, c'est deux choses différentes. Et puis votre énergie, parce que bah, c'est une médecine, il faut étudier un petit peu quand même. Mais c'est ça votre CV, si je puis dire. C'est-à-dire votre intérêt et votre compréhension. Et c'est pour ça que j'en reparlerai à la fin, mais vous avez la possibilité de tester, de voir si c'est pour vous ou pas, si ça vous plaît, si c'est compliqué ou pas. Mais je vous ai dit, c'est voilà, la nature, elle n'est pas compliquée, c'est nous qui sommes compliqués. Nous, on a plutôt l'art d'essayer de simplifier les choses. Après, simple, c'est pas forcément facile quand on est déjà compliqué au départ, mais je vais pas compliquer encore. Donc, retenez ceci, il y a beaucoup d'écoles qui enseignent. C'est facile d'enseigner. Vous voyez, là, je pourrais faire un cours, machin, mais former, c'est différent. Euh, Parce que former, ça veut dire accompagner quelqu'un dans la durée, s'assurer de corriger les petites choses, de vérifier que c'est bien compris, etc. Et ne lâcher la personne que quand on est sûr qu'elle va rendre service sans nuire. Hein. Donc, c'est pour ça que on a un nombre d'étudiants limité. La petite vidéo l'a montré pour transmettre, pour qu'il y ait une transmission qualitative du savoir et du savoir-faire. Et puis, comment dire, on n'enseigne pas juste une médecine en fait. Hein. Vous voyez bien qu'il y a une forme de révolution en matière de santé, hein, que tout le monde sent venir aujourd'hui. Et donc, c'est une responsabilité assez lourde qui fait qu'on veut pas, on n'a pas, voilà, on va jamais se mettre en compétition avec les universités de médecine. Nous, c'est toujours des petits groupes, mais on a besoin de gens qui savent ce qu'ils veulent faire. C'est plutôt comme le compagnonnage, vous voyez, en France. Hein, les compagnons du devoir, c'est des gens qui font des chefs-d'œuvre, c'est des gens qui font des choses. Ils, voilà, ils sont accompagnés, ils ont des tuteurs, ils, ils travaillent entre eux. C'est quelque chose de très qualitatif, de très traditionnel aussi. Ben, c'est plutôt dans cet esprit-là qu'on travaille. Hein. Euh, et d'ailleurs, je parlais de révolution en matière de santé. C'est vrai que sur le plan professionnel, puisque je disais que cette raison, c'était d'exercer un métier d'avenir, voyez qu'aujourd'hui, un métier sans patron, sans dépendance de l'État, ben, c'est très 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 intéressant. Donc si jamais vous avez cette fibre-là, ben voilà, je vous ai glissé la possibilité. C'est une médecine, donc quand même, on va pas dire que c'est pas un stage de macramé, enfin j'ai rien contre eux. Mais voilà, c'est pas une formation qu'on peut faire sous forme de petits stages ou de petites conférences. Il y a un cheminement personnel euh, technique, etc., à comprendre les choses. Il y a un ordre dans les choses à apprendre. Mais on sait le faire dans le bon sens, à un rythme qui correspond aux besoins de chacun. Mais surtout, non seulement, donc c'est quelque chose d'accessible, puisque ça fait, je vous dis, 35 ans qu'on forme des adultes qui ont déjà des vies sociales, familiales, professionnelles, et qui, parce que ça les intéresse ou parce qu'ils ont envie de, de changer un peu voilà, ils prennent conscience de certaines choses et ils ont envie de changer. Donc, visiblement, c'est pas un souci, ça dépend voilà, de la volonté et des capacités de chacun. Et je vous ai dit, c'est pas non plus, on n'a pas besoin de gens qui soient spécialement des grosses têtes. C'est pas ça qui fait le meilleur médecin forcément. Parce que il s'agit pas d'apprendre des tas de choses par cœur et de les recracher. Il s'agit de comprendre des choses, de les digérer et de pouvoir en faire profiter d'autres. C'est pas tout à fait la même façon d'enseigner. Et il y a une chose importante, donc c'est le cinquième point, c'est que ce type de formation permet de s'épanouir personnellement à travers l'étude et à travers la pratique. C'est-à-dire que c'est un peu égoïste, hein, mais c'est quand même important. C'est-à-dire que le docteur Léong, la première fois que je l'ai vu, et j'ai dit que je voulais étudier cette médecine et tout ça, il dit, oui, ben, n'oubliez pas que la première chose, c'est de prendre soin de vous. Parce que vous allez être l'outil du bien-être ou de la guérison des autres. Donc si vous-même vous êtes mal, ou si c'est pour régler un problème personnel que vous essayez de régler ceux des autres, c'est pas correct. Donc vous déjà commencez par vous-même. Prendre soin de vous, première condition pour aider autrui. Hein. Et c'est vrai que ça me fait parfois drôle de voir des patients qui viennent, qui sont parfois des étudiants, par exemple, en, je sais pas moi, médecine, pharmacie, infirmier, je sais pas, et qui font des burn-out même pendant les études, parce qu'ils sont déjà dans quelque chose de très lourd. Et on se dit, bon, c'est drôle d'exemplarité, vous voyez. Donc non, prendre soin de soi. Donc déjà, on doit apprendre à prendre soin de soi pendant les études de médecine chinoise.
même si ces études sont des études et il y a une part de fatigue, mais il y a une façon de le doser. Euh, c'est aussi parce que un des courants de pensée qui ont forgé la médecine chinoise, c'est le confucianisme. Et dans le confucianisme, il est dit que on doit d'abord, la première des choses, Xiu Shan, c'est travailler à son propre perfectionnement avant de vouloir gouverner les autres ou aider les autres. Rabelais disait, comment pourrais-je gouverner autrui qui moi-même me gouverner ne saurait? Vous avez remarqué qu'on est dans un monde où on a des gouvernants qui devraient apprendre à se gouverner avant de vouloir gouverner les autres. Bah, c'est pareil en médecine. Hein. On est condamné à aller mieux pour aider. Il faut être sur la berge pour tirer les gens de l'eau, on dit en médecine chinoise, pas plonger dans le même bain, parce que là c'est plus compliqué. Et puis, on est condamné à mieux se connaître pour comprendre les autres. On va pas changer, on est ce qu'on est, mais on doit se connaître. Ça veut dire quoi? On doit se voir. Donc on doit être capable de mettre en quelque sorte une sorte de tare dans la balance avant de jauger. Je dis pas juger, hein, juste jauger, poser un diagnostic. Un diagnostic, c'est pas un jugement. Mais si, imaginez que je sois quelqu'un de très jovial, ben, je vais trouver tous mes patients dépressifs. Mais en fait, c'est parce que je suis peut-être moi excessivement, enfin extrêmement jovial et que je fausse ma vision des gens. On dit, ouais, ils sont tous tristes, ils sont chiants. Non. Euh, donc il faut que je jauge à l'aune de ma propre tendance personnelle qui est peut-être pas parfaitement équilibrée, on l'est jamais. Donc déjà, on a besoin de se connaître au cours de la formation. On est condamné à mieux se connaître soi-même et mieux se soigner soi-même pour pouvoir mieux connaître et soigner les autres. Ben, c'est un joli programme aussi. Voyez? Donc ça, ben, je dis pas que ça rend l'étude plus facile. Enfin si, ça la rend plus facile. En tout cas, disons que ça, ça donne de l'énergie et ça donne un sens quand même différent à des études que vous menez pendant, comment dire, pendant des années et que si vous n'allez pas au bout, c'est comme si vous n'aviez rien fait et qu'en plus vous êtes fatigué. Hein. Donc il faut aussi, ça va même presque un peu plus loin, il faut être capable parfois de faire le silence à l'intérieur pour vraiment entendre les gens à l'extérieur. Parce qu'on a un bruit à l'intérieur de la tête. Vous avez déjà remarqué, des fois on veut arrêter de penser, on ne peut pas. Hein. Donc il y a même des pratiques de type méditative en médecine chinoise à certains moments dans la formation pour voir si on est capable de faire ce silence à l'intérieur. Parce que si on n'est pas capable, en fait c'est nous qu'on entend quand on parle aux gens, quand les gens nous parlent. C'est-à-dire on a un filtre qui ne permet pas de vraiment écouter ou comprendre et ou que quand on dit quelque chose, en fait ça fausse aussi dans l'autre sens parce que ça va teinter ce qu'on dit. Et donc, voilà. Donc, pour vraiment essayer de comprendre le mieux possible les gens, c'est pas toujours à 100% possible, on fait ce qu'on peut. Il faut être capable d'essayer de faire le silence en soi. Et franchement, ben, ça se fait pas tout seul. Il y a des pratiques pour ça. Et c'est une chance d'avoir là encore, le docteur Léong, et c'était un de ses conseils, si vous voulez pouvoir vraiment entendre les autres, ben, pratiquer une forme ou une autre de pratique introspective. Et ça, c'est pas dans notre culture. Nous, on écoute des conférences sur le silence, on lit des livres sur la méditation, vous voyez. Non, là, on ferme tout ça et puis on se pose simplement, comme a fait un Indien pendant 49 jours sous un arbre. On va pas faire 49 jours, et puis on cherche pas à devenir un Bouddha, mais au moins progresser dans cette connaissance de soi-même pour pouvoir être capable d'aider les gens sans se fausser soi-même ou les fausser eux-mêmes. La durée est sur 3 à 5 ans en termes de formation professionnelle. En fait, on peut faire qu'un an, on va apprendre certaines choses, comprendre comment l'être humain fonctionne, etc. On va pouvoir pas se faire n'importe quoi par n'importe qui, on va pouvoir aider des proches, donner des bons conseils, mais voilà, on n'est pas encore médecin forcément. Mais première année, deuxième année, on va être capable de poser un diagnostic, d'utiliser certains outils simples. Mais on compte 3 années, notamment avec les aiguilles, les moxas, tout ça, certaines techniques qui ne sont pas dangereuses. Sinon, tous les moustiques seraient acupuncteurs, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, être capable d'utiliser des méthodes douces, mais qui ont des résultats très intéressants si on les utilise bien. Euh, et donc, ça, c'est déjà 3 ans. Hein. Ça fait un tradit praticien. Et après, il y a encore 2 ans qui permettent d'étudier toute la pharmacopée. Et là, on étend le champ de la pathologie, effectivement, à beaucoup de choses, notamment dans les maladies chroniques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ces 5 ans, en fait, ça peut sembler long, ça peut sembler court.
faire une médecine en 5 ans, comme dit Stéphane, ça va, quoi. Simplement, ce qui est encore plus rigolo, c'est que l'étude, elle s'arrête pas, elle commence à ce moment-là. Parce que quand vous arrivez au bout de 5 ans, vous avez une ceinture noire. Alors il y a des gens, quand ils ont une ceinture noire, ils disent, ouais, j'ai une ceinture noire. Oui, mais ceinture noire, c'est le début. Dans les traditions des arts martiaux, ça veut dire que vous êtes débarrassé de vos défauts, vous vous connaissez bien, vous pouvez faire des choses, mais c'est maintenant que le travail commence. Vraiment. Et c'est après que, alors, dans les arts martiaux, ça va être peut-être en luttant avec des gens différents. En médecine, ça va être en voyant des patients. C'est-à-dire que la formation dans une médecine comme ça, si elle est bien faite, c'est vous former votre système de compréhension pour que vos patients deviennent vos professeurs. C'est-à-dire, on va pas vous donner toutes les connaissances d'un coup comme ça. On va pas vous gaver avec ça. Vous voyez, souvent, les formations en médecine, vous faites un certain nombre d'années, puis après, vous faites plus. Puis après, vous prescrivez toujours la même chose. Et puis après, c'est les visiteurs médicaux qui vous tiennent au courant des nouveaux produits qu'il faut prescrire. Non, là, c'est que on vous forme à comprendre, à traiter, et après, vous allez avoir des professeurs qu'on appelle des patients, et le patient vous amène un problème. Comme un prof, il vous dit, tiens, voilà un problème à résoudre. Ben, le patient, c'est votre prof, il dit, tiens, voilà mon problème, je te le soumets. Et donc, ben, plus vous allez pratiquer, plus vous allez avoir des problèmes complexes à résoudre, et plus vous allez devenir bon. Donc, vous allez avoir des dan, vous allez avoir des grades au-delà de simplement le stamp, le certificat qu'on vous aura fait en disant tu peux y aller. C'est pas une license to kill, c'est pas une licence pour tuer, c'est une licence pour soigner, hein. Mais en fait, c'est une étude qui ne finit pas. Donc ça tombe bien parce que votre corps, ben, il va aller en décroissant toujours, mais l'esprit il continue d'apprendre. Donc en fait, vous pouvez avoir une deux chevaux avec beaucoup de kilomètres, mais si vous êtes un petit jeune à l'intérieur, la vie est belle. Vous pouvez faire le tour du monde en 2 chevaux. Donc en fait, il n'y a pas d'âge. En vérité, tant qu'on a tout ça qui marche bien, ben, on peut se faire plaisir et on peut soigner des gens. Autre facteur d'épanouissement, dans le cadre du CEDRE, il y a une dimension humanitaire. C'est-à-dire qu'on ne propose pas aux étudiants euh, d'aller simplement mettre une blouse blanche et suivre des médecins dans un hôpital en Chine et de sortir avec un tampon. Nous, plutôt que d'aller faire un stage un peu touristico-hospitalier où en vérité on soigne pas tant que ça, je parle pas des gens qui passent des années en Chine et qui travaillent dans les hôpitaux, hein. Je parle de gens qui vont juste, qui valident un peu une formation par un petit séjour là-bas. C'est sympa, hein, ça fait un voyage, mais nous, on a préféré en fait faire de l'humanitaire, c'est-à-dire en fait aller vraiment soigner des gens. Alors c'est pas en Chine, pas forcément en Chine. Quelqu'un m'avait proposé, mais c'est le gouvernement qui n'a pas trouvé, qui n'a pas vraiment eu envie qu'un Français aille faire l'humanitaire en médecine chinoise en Chine. Bon, c'est comme ça. Mais on a fait des soins depuis, alors là, c'est pas 30 ans, c'est depuis 35 ans, c'est depuis 25 Une ans, vingtaine d'années. avec une association humanitaire, donc pour voir si cette médecine fonctionnait un peu aux quatre directions. On a aussi en Bretagne, au campus du CEDRE, on a mis en place un dispensaire pour soigner des gens à bas coût, des gens qui n'ont pas de moyens. Ça peut être 10 euros, 30 euros selon les revenus, ça peut être zéro s'ils ont vraiment rien. Euh, et le clinica, donc, on essaye de le faire sous forme humanitaire, où pendant un certain temps, on va soigner des gens gratuitement, et ça forme les étudiants qui sont supervisés par des praticiens. Et ce clinica, il est parfois à l'étranger. Si le métro boulot dodo ne vous tente pas trop, si votre ambiance au travail, c'est pas ça, si vous avez toujours eu l'idée de soigner les gens ou d'ouvrir un cabinet ou de voyager autrement et de faire des trucs, ben, on a peut-être des choses à faire ensemble un jour, en tout cas. C'est vrai qu'on n'est pas dans une société traditionnelle. C'est-à-dire que autant, oui, on est dénaturé, on a besoin de retrouver nos racines. En même temps, je suis pas en train de dire qu'il faut retourner au fond de la forêt. Euh, on est dans un monde moderne, on a des patients occidentaux, on n'est pas en Chine et on n'est pas on n'est surtout pas dans la Chine il y a 3000 ans. Donc effectivement, il y a une adaptation qui existe, hein, mais qu'on a totalement pris en compte. Puisque je vous disais, le docteur Liang, donc c'est l'héritier d'une longue tradition médicale en Chine. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a eu je sais pas si on peut dire le courage fuyant, parce que quand on fuit, mais enfin, qui a dû quitter la Chine au moment de la révolution culturelle, puisque les médecins à l'époque, représentant des traditions anciennes, allaient aux travaux forcés. Donc il s'est retrouvé en Amérique du Nord avec un certain nombre d'émigrés chinois. Et il a ouvert, puisqu'il avait déjà enseigné pendant des décennies en Chine, il était déjà respecté et reconnu là-bas. Il a ouvert un cabinet en Amérique du Nord
Ensuite, il est passé au Canada, mais il a eu, ce qui est petite histoire rigolote, il a la toute première licence d'acupuncteur aux États-Unis. Il a soigné quelques célébrités. Bon, voilà, il a été connu. Et puis, donc c'est intéressant parce qu'il est à la fois un représentant de l'ancien monde, si on peut dire, et du nouveau monde. Hein. Et il a su, et c'est ça, c'est une chance pour nous, il a mis à la disposition, à la compréhension du public occidental une médecine. Il aurait fallu que je parte personnellement, par exemple, si je voulais étudier ça comme ça, bah, que je passe 30 ans de ma vie en Chine à apprendre le chinois et puis à vivre avec, comme ça se fait traditionnellement avec des maîtres. Mais voilà, j'ai eu la chance qu'il fasse une bonne grosse moitié du chemin. Hein. Donc, il y a un pont entre la tradition et la modernité, c'est le sixième point. Et effectivement, ce pont, il est très important parce que c'est aussi un pont entre les deux médecines, la médecine traditionnelle et la médecine moderne. En Chine, malgré tout, comme ça vient de là-bas, bah, les deux cohabitent parfaitement et les gens savent très bien, par habitude, à quel moment aller voir un médecin traditionnel quand ils sont malades ou aller à l'hôpital ou voir faire appel à de la médecine occidentale quand il y a quelque chose de plus lourd. Mais il y a une chose qui est évidente dans l'esprit de ceux qui connaissent bien les deux, c'est qu'il y a une médecine de guerre et une médecine de paix. La médecine de guerre, d'ailleurs, notre médecine occidentale, c'est forgé sur les champs de bataille, la chirurgie, la morphine, vous voyez, on est très efficace dans l'urgence et dans la gravité. Par contre, quand il s'agit de traiter des pathologies autrement, ben, on a tendance à utiliser les mêmes outils et les répéter, mais là, ça commence à faire des dégâts. C'est un peu comme appeler les pompiers parce que vous avez un petit feu dans la cuisine et il vous faut un dégât des eaux et vous dites, bon, j'aurais peut-être pu l'éteindre autrement, quoi. Donc, non, il y a une complémentarité, mais il se trouve que, donc, comment je pourrais dire ça? Vous voyez, les aiguilles d'acupuncture ou les plantes médicinales, c'est pas les ennemis du scalpel par ailleurs ou de la chimiothérapie. Hein. C'est quelque chose de complémentaire. Il y a un mariage de raisons indispensable à essayer de retrouver chez nous. Hein. Parce qu'en fait, on a une médecine de guerre, ok, hein, mais la médecine chinoise, c'est une médecine de paix, c'est une médecine de prévention. C'est une médecine de réglage, elle fait la Croix-Rouge en temps de guerre en essayant justement aux patients qui subissent parfois des traitements éprouvants de ne pas mourir guéris, comme on disait. Et puis, bah, je suis désolé, mais je ne voudrais pas contrarier notre bien-aimé président, mais nous ne sommes pas en guerre. En tout cas, pas en guerre avec nos patients, pas en guerre intérieure. On doit traiter avec un esprit pacifique et aller vers quelque chose vraiment de plus violent s'il le faut. Hein. Je passais il y a non, il y a 2, 3 mois maintenant, devant chez Pfizer, par hasard, hein, en passant à Paris. Il est sur le périph'. Et je voyais un gros, peut-être s'il y a des Parisiens qui écoutent, un gros panneau devant chez Pfizer qui était marqué «La maladie ne se repose jamais, nous non plus». Oui. Il y a ce côté, nous sommes en guerre, attention, l'ennemi rôde, etc. Vous savez bien, mais ça nourrit la peur nourrit la consommation, etc., l'obéissance, bon. Donc, non, nous, on rassure les gens, parce qu'on sait que les émotions peuvent détruire des choses. C'est pas en inquiétant les gens ou en leur faisant peur qu'on va les mettre en bonne santé, parce que quand on sait ce que fait l'inquiétude ou la peur, c'est des émotions qui fabriquent des maladies de toutes pièces parfois. Donc, non, non, on n'est pas en guerre. Et donc, il faut une médecine de paix et on n'en a plus. Hein. Euh, le Neijing, cet ouvrage ancien, montre que les principes de la médecine chinoise sont toujours d'actualité. C'est-à-dire que dans cet ouvrage, il expliquait pourquoi les anciens, ils vivaient en bonne santé et pourquoi les jeunes de l'époque, hein, on est en 300 ou 500 avant Jésus-Christ, déjà c'est plus ça, ils écoutent pas, ils font pas ce qu'il faut. Donc en fait, ça a toujours existé, les gens qui font pas ce qu'il faut. On ne fait que répéter pendant des siècles les choses que les anciens disaient qu'il faudrait garder, ces petites graines qu'il faut garder pour que ça repousse toujours bien. Hein. Mais donc, en fait, voilà, c'est un clin d'œil à l'échelle de l'humanité. Mais en vérité, mis à part peut-être des maladies tout à fait non naturelles qui viennent créer de nouvelles choses bizarres actuellement, mais pour tout le reste, et où là, on ne sait pas nous-mêmes ce qu'on peut faire. Moi, j'ai fait des zooms avec la Chine au moment du Covid parce qu'on a mis au point des formules par rapport aux patients ici, aux symptômes. On ne savait pas encore ce que c'était ce truc-là et tout, mais on partait des signes cliniques et des formules classiques qu'on modifiait.
Et j'ai fait des zooms avec les Chinois qui étaient curieux de savoir comment on utilisait la médecine chinoise dans le traitement du Covid en France. Donc en fait, on est aussi moderne dans l'esprit, mais c'est sûr que plus on ira vers de la dénaturation et plus les médecines chinoises, enfin traditionnelles dans la médecine chinoise risquent de ramer pour aider les gens. Donc si on peut les aider à ne pas faire des choix trop dénaturants, ça sera mieux, hein. Mais donc, voilà, on a besoin de ce pont entre la tradition et la modernité parce qu'on est dans une société à la dérive. Changer le monde à son échelle, ça veut dire quoi? Bah, c'est toujours Confucius qui disait le mauvais médecin soigne la maladie. Le bon médecin soigne le malade. Parce que la maladie n'est pas plus importante que le malade. Et le grand médecin soigne la société, c'est-à-dire les hommes qui n'ont pas d'autre choix pour vivre que de fonctionner ensemble. On ne peut pas vivre séparément. Voilà. Vivre, c'est coexister, disait Thich Nhat Hanh. Donc, bah, vous aurez peut-être remarqué qu'on vit dans une société qui actuellement est un peu malade, hein. Et on a une médecine qui elle-même est un peu malade. Donc, euh, bah, si on prend cette pensée confucéenne qui fait partie de la médecine chinoise, on est là aussi pour ça. C'est un point qui me semble important. C'est-à-dire, il faut que vous arriviez à être zen pour que d'autres le soient. Si vous ne trouvez pas le calme dans ce monde un peu tumultueux, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Ensuite, il faut que vous puissiez apprendre, effectivement, à comprendre et à soigner, à aider votre prochain. Donc, c'est des choses qui s'apprennent, hein. Et enfin, si vous arrivez déjà à faire tout ça, vous voyez, pour soi-même, aider les proches, bah, vous commencez à pouvoir faire une œuvre sociale à votre échelle. Et donc, ça, c'est, vous voyez, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Donc, on va pas, effectivement, vous voyez, ce soir, je vais pas manifester parce que c'est le 10 septembre, je préfère faire un webinaire pour vous dire, changez le monde à votre échelle. C'est-à-dire devenir ethnomédecin, c'est devenir acteur d'une nouvelle forme de médecine générale, mais qui a 3000 ans, donc nouvelle si on veut, hein, on peut mettre des guillemets. C'est réhabiliter une médecine humaine à dimension humaine, c'est-à-dire que, en fait, je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Louis Jouvet de Knock, hein, le film de Guy Lefranc, qui vient du roman de Jules Romain. Knock. Et donc, c'est le docteur Parpalais, c'est un médecin de campagne, aimé de ses patients, qui donne des bons conseils, qui prescrit pas grand-chose, mais du coup, qui a pas beaucoup, qui gagne pas, voilà, il gagne sa vie honorablement, mais bon, voilà, c'est tout. Et il revend sa patientèle, où il arrête son travail, je sais plus, à Knock, et qui, enfin bon, peu importe si c'est un vrai médecin ou pas du coup, mais Knock qui lui dit, attends, non, on va pas faire comme ça, et lui, il développe une façon une forme de médecine qui ressemble étrangement à celle d'aujourd'hui. Donc je vous conseille juste de voir ou de lire le bouquin, ou de voir le film. Nous, on veut réhabiliter la médecine du docteur Parpalais. Voilà, aussi désuète puisse-t-elle paraître. Donc, en fait, on veut, encore une fois, quelque part, on veut faire ça parce qu'on veut aussi réhabiliter chez nous la philosophie d'Hippocrate que prêtent encore les médecins à travers un serment, mais qui, dans la pratique, font celle de Pasteur. En fait, les gens s'inscrivent à l'année. Donc, c'est pas, on n'est pas en train de dire engagez-vous sur quelque chose, parce que, encore une fois, si on vous propose un voyage intéressant, vous avez le droit de vous arrêter au camp de base à tel endroit en disant, moi, ça me suffit, voilà, je fais pour moi, je fais pour mes proches, je fais pour des patients, j'étends mon cadre de profession, tout ça, c'est possible, et on est toujours content de ce qu'on a fait. C'est pas, comme je vous disais, je dois faire 8 ou 10 années de médecine, et puis si j'en fais que 7, bah, j'en ai fait 7 pour rien parce que je vais pas au bout et je me suis bourré le crâne pour rien. C'est pas du tout comme ça. C'est d'abord pour vous et ensuite pour les autres, et donc vous en tirez toujours quelque chose. Donc en fait, bah, d'ailleurs, ça n'existe pas au CED de demander aux gens de s'inscrire pour plusieurs années d'un coup, parce qu'on ne peut pas faire cette promesse-là non plus. On a des petits groupes. Donc en fait, c'est année par année, hein. Donc, comme je vous ai expliqué, chaque année présente, alors je ne vais pas trop les détailler là, mais on va du plus doux vers le plus dur en termes d'action thérapeutique, mais on va aussi vers de plus en plus de possibilités thérapeutiques par rapport aux patients. Après, donc, ben, ça veut dire qu'on peut toujours jouer pour voir, si j'ose dire, et puis plus si affinité. C'est-à-dire, vous pouvez à la fin d'une année dire, ah bah, j'ai envie de continuer, ou dire, ah bah, ça c'est bien, et puis voilà, ça me suffit. Donc, ça, c'est quand même important. Dans tous les cas, combien même vous n'étudiez qu'une année, ça veut dire que vous avez compris plein de choses.
Et ça veut dire que vous devenez déjà, comme disait l'ami Pierre Rabhi, hein, on n'habitait pas loin l'un de l'autre à une époque, on se connaît, c'est, vous pouvez devenir des colibris, hein, des colibris de la médecine à visage humain, en quelque sorte. Donc, vous pouvez en faire une profession, c'est pas une obligation. En tout cas, c'est sûr que si le cœur vous en dit, c'est sûr que c'est un métier d'avenir et que c'est un métier noble. Et comme disait le docteur Léong, ben, quand vous êtes médecin, que vous soignez les gens, que vous faites du bien autour de vous, ben, voilà, vous êtes riche deux fois, quoi, hein. Euh, et donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ces 7 raisons, de mon point de vue. Dans la société actuelle, c'est à nous de faire le chemin, en fait. Il ne se fera pas tout seul, hein. Mais quand c'est une médecine qui a, pendant 3000 ans, vécu des difficultés, des révolutions, des choses bien pires que ce qu'on voit actuellement, donc c'est hors de question de laisser ces graines disparaître. Évidemment, quel que soit le nombre d'étudiants qu'on aura. C'est trop précieux, c'est trop riche. Donc moi, je me permets de faire une petite vidéo parce que bah, voilà, on ne sait plus dans le monde actuel, on est noyé dans plein d'informations et c'est juste pour qu'il y ait une rencontre éventuelle entre des vocations et puis quelque chose qui existe. On est obligé, vous voyez, on parle de médecine traditionnelle, mais on ne peut pas juste rester comme ça tout le temps à faire les choses. On est obligé de voir comment les choses évoluent et de s'adapter. Le but, c'est d'avoir toujours, en fait, le but, c'est les patients, c'est de pouvoir soigner les gens. Et on a besoin de praticiens. Et en fait, on n'a pas besoin d'étudiants. On peut fermer une école, c'est pas grave. En fait, si on a suffisamment. Mais on a besoin de praticiens dans notre pays, et pas que dans notre pays. On a besoin que cette médecine existe, parce que moi, je suis aussi usager de santé. J'ai de la famille, pas toujours ici. Et des fois, quand je vois la souffrance des gens, j'ai encore eu un coup de fil là, de quelqu'un qui me demandait s'il y avait un praticien, je ne sais plus dans quelle partie de France, etc. On ne sait pas quoi répondre parce qu'il n'y a pas assez de praticiens. Et quand on voit ce que c'est que cette médecine, ce qu'elle peut faire, et le nombre de praticiens, on se dit, bah non, bah, viendez, quoi. Enfin, voilà. Mais on va pas vous forcer si c'est pas votre voie, c'est sûr. En tout cas, il y a 7 bonnes raisons d'étudier la médecine chinoise, et je suis heureux de vous les avoir présentées.